Bonjour, je m'appelle Éric Turcotte, j'ai 53 ans et je veux intenter une poursuite en dommages et intérêts contre le Service correctionnel du Canada et la Commission des libérations conditionnelles du Canada pour avoir 2 fois suspendu et révoqué ma libération conditionnelle sans motif valable. La première fois, j'ai été libéré d'une libération d'office le 22 septembre 2023 et ma conditionnelle a été suspendue le 9 novembre 2023. Ensuite, j'ai été libéré le 19 avril 2024 et ma conditionnelle a été suspendue le 12 juin 2024. Après, j'ai finalement été libéré le 13 juillet 2024 à l'expiration du mandat d'emprisonnement. Au total, entre les dates des 2 arrestations et des 2 nouvelles libérations, c'est donc 192 jours de détention illégale. Pourtant, tout allait bien. Je prenais très au sérieux ma conditionnelle. Dès le premier jour, j'ai maintenu un niveau d'excellence face à mon comportement, mes interactions et mon engagement. Tout ça était à mon honneur. Je le sentais, j'étais fier de moi et ça se voyait. Il est inexplicable qu'on n'ait pas envisagé une solution alternative à la réincarcération, notamment au moment même d'une libération d'office. Pourtant, un récent jugement de la Cour suprême a condamné le service correctionnel et a autorisé un recours collectif contre l'isolement des détenus. Les juges ont dit que ce type d'isolement de plus que 14 jours consécutifs, c'est de la torture et que le service correctionnel avait failli dans leur devoir de trouver des solutions alternatives, et ce, en vertu même de la Charte canadienne des droits et libertés. Mon litige est fondamentalement semblable. J'ai peine à croire que l'équipe de gestion de cas et les commissaires de la Commission des libérations conditionnelles aient pu agir de manière personnelle ou intentionnelle. Il s'agit là plutôt d'une pratique courante, voire même d'une certaine culture. La façon de faire automatique par laquelle ces 2 décisions de suspendre et de révoquer ma conditionnelle ont été prises révèle de façon flagrante cette pratique et cette culture. J'ai fait une demande d'accès à l'information de mon dossier et j'ai tous les documents nécessaires. Selon l'équipe de gestion de cas et de la Commission des libérations conditionnelles, la première suspension et la première révocation sont officiellement dues à un bris de conditions pour non-divulgation financière. On parle d'un carnet de chèques au nom d'Éric Turcotte en insinuant que je fraudais ou que je m'apprêtais à le faire. On greffe ensuite officieusement un deuxième bris de condition de ne pas avoir suivi le programme qui m'était demandé de faire. On dit que j'aurais tenu des propos irrespectueux envers un agent de programme. L'équipe de gestion de cas avait décidé de m'exclure du programme et en conséquence, cela me plaçait en bris de condition. Lors de la deuxième suspension, on mentionne que j'aurais crié à l'endroit d'un surveillant en poste, me plaçant ainsi en bris de condition. Et je me suis encore fait expulser du programme, cette fois pour manque de motivation, me plaçant aussi en bris de condition. Lors de la deuxième suspension de ma conditionnelle, il ne restait que 30 jours jusqu'à la fin du mandat d'emprisonnement. Je n'ai en aucune façon mis la sécurité du public en danger et il n'y a rien pour soutenir le contraire. Mais les 2 fois, le service correctionnel et la Commission des libérations conditionnelles ont conclu que je retombais dans mon cycle de délinquance, qu'il y avait une augmentation du niveau de risque que je représentais pour la sécurité publique et qu'il n'y avait aucune alternative à la réincarcération. Premièrement, le problème, c'est que tous les renseignements sont erronés, inexacts et faux. En lisant les décisions, on voit tout l'aspect contre-intuitif des déductions de l'équipe de gestion de cas et de la Commission des libérations conditionnelles et comment ils se servent de suppositions et qu'ils les comptent parmi des renseignements sûrs pour créer approximativement des bris de condition. Deuxièmement, supposons même que tous ces renseignements soient vrais. Cela était-il une raison suffisante pour ne pas considérer une alternative à l'incarcération? Il faut savoir qu'une libération d'office est octroyée aux 2 tiers de la sentence, au sens où ce n'est pas une libération méritoire, c'est un droit. Par exemple, si un détenu est considéré comme dangereux de façon imminente pour la société aux 2 tiers de la sentence, le service correctionnel et la Commission des libérations conditionnelles ont à leur disposition le pouvoir et ils ont le devoir de le maintenir en incarcération jusqu'à l'expiration du mandat d'emprisonnement. De façon cartésienne, à l'inverse, si le service correctionnel et la Commission des libérations conditionnelles décident de ne pas maintenir un détenu en incarcération après le 2 tiers de sa sentence, c'est qu'on considère qu'il ne représente pas un danger imminent et qu'il est assumable dans la collectivité. Et à ce moment-là, la libération d'office est obligatoire.
Le service correctionnel et la Commission des libérations conditionnelles ont comme double mission de protéger la sécurité du public et de faciliter la réinsertion sociale. Le problème est que dans la pratique, ils favorisent seulement le volet de la sécurité publique de leur mission au détriment du volet de la réinsertion sociale, et ce, au parfait mépris de la Charte canadienne des droits et libertés. Au sens de la Charte, c'est clair. Une détention doit toujours être un dernier recours. Il faut faire le procès de ces décisions. Je veux intenter un procès civil contre le service correctionnel et la Commission des libérations conditionnelles pour l'aspect anti-réinsertion sociale et anticonstitutionnel de leurs décisions. J'ai donc besoin qu'un ou qu'une avocate regarde le fondement et la façon dont ces deux décisions ont été prises. Je cherche un ou une avocate, un ou une stagiaire, voire même une petite équipe qui serait intéressée à étudier et à piloter mon dossier et qui accepterait de le faire de façon pro bono. Je vise bien sûr de l'argent et j'espère que si mon dossier obtient gain de cause, que cela apportera aussi de l'amélioration et une évolution du respect des droits constitutionnels en général. La professeure de droit maître Lucie Lamonde, auteure du livre L'Habeas Corpus en droit carcéral, écrivait que si on veut faire des changements au sein du système carcéral, il faut aller en cour civile. Ce que j'ai vécu est trop grave pour être passé sur le silence. Je vous remercie.